Je vois qu'il y a 125 personnes en ligne, donc ça fait beaucoup de gens. Vous devez venir d'horizons extrêmement variés. Donc, peut-être que certains d'entre vous nous connaissez pas beaucoup. Donc, je vais présenter l'équipe qui a travaillé sur tout le volet du déconfinement des groupes communautaires. Je commence par me présenter moi-même. Dans le fond, Véronique Duclos, je suis chef de service environnement urbain et saines habitudes de vie à la direction régionale de santé publique. C'est mon équipe qui est en lien avec certains des groupes communautaires, d'autres c'est avec d'autres équipes, mais vous aurez certainement la chance d'en apprendre davantage au fil de la présentation. Il y a Karine Forgue et Florence Desplanches qui ont fait le PowerPoint puis qui ont fait les recherches pour pouvoir vous donner les informations à jour. Il y a Mélanie Thaïlandier, Judith Archambault et Stéphanie Tremblay qui vont répondre aux questions que vous aurez à leur poser par la suite. Les webinaires ont été planifiés avant l'annonce de la modification du décret qui a été annoncé dimanche soir. En fait, là, on a eu l'information lundi matin. Donc, ça tombait à point pour qu'on puisse vous présenter la reprise de vos activités. On le sait que plusieurs d'entre vous ont poursuivi leurs activités. D'ailleurs, que ce soit pour les concertations, les organismes en sécurité alimentaire, le volet itinérance, le travail de rue, puis là, j'en oublie très certainement. Les organismes ont été vraiment au cœur des activités dans le plus fort de la crise de la pandémie. On a eu des contacts avec certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui ont continué à faire les actions, à modifier les activités, à être plus loin des fois des personnes qui fréquentent vos organismes ou encore des personnes qui ont besoin des services que vous offrez. Mais on est vraiment content là, que les activités puissent reprendre. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous accompagner dans un déconfinement sécuritaire, donc de faire un peu le point sur l'ensemble des activités, de la reprise des activités, puis de voir comment vous pouvez le faire dans le contexte actuel qui est comme notre nouvelle normalité. Il y a des sujets qu'on n'abordera pas aujourd'hui, c'est-à-dire tout le volet du matériel de protection individuelle pour ce qui est de l'approvisionnement. D'abord parce que je n'aurai pas de réponse satisfaisante à vous donner et ensuite parce que ça pourrait prendre toute la place du webinaire tellement c'est complexe. Donc, c'est vraiment le webinaire il est sur la modification des activités que vous avez dans vos organismes, mais pas sur le volet des EPI. Il y a certainement des questions auxquelles on ne pourra pas répondre parce que on est aussi expert que vous là-dedans, dans le sens où on a vraiment beaucoup d'apprentissage à faire, puis que l'ensemble de nos positions de santé publique régionale dépendent dans les manques qui proviennent du ministère. Donc, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas s'avancer, d'autres sur lesquels on ne voudrait pas s'avancer. Donc, c'est un peu le contexte actuel. Vous allez voir qu'il y a une conversation Zoom. Il est possible, puis Karine va vous le rappeler tantôt dans la présentation, il est possible qu'on ne réponde pas à l'ensemble de vos questions, mais sachez que le webinaire va être filmé. Si ce n'est pas ce webinaire-ci, ça en sera un autre qui va être mis en ligne. On va essayer de répondre le plus possible aux questions qui sont posées aujourd'hui, mais on est maintenant 140 personnes. À 140 personnes, c'est possible que toutes les questions ne puissent pas être répondues. Fait que sentez-vous pas mal. On va y répondre dans un question-réponse qui va être mis en ligne sur notre site Internet, là, soit vers la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Je laisserai la parole à Karine Forgue qui va vous faire une présentation d'environ 15-20 minutes. Puis ensuite, on va aller dans un mode de conversation là, sur le groupe, conversation de groupe sur Zoom. Donc, vous posez vos questions. Moi, je vais envoyer la question à la personne qui va pouvoir y répondre dans notre équipe d'experts de santé publique. Puis, merci beaucoup d'être là. On ne pensait pas que ça créerait un si grand engouement. Il a fallu beaucoup réajuster d'abord notre disponibilité pour les webinaires. Puis ensuite, bien, c'est sûr qu'on est plus stressé parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir pas pire. Merci beaucoup d'être là. Puis, gênez-vous pas à nous poser des questions. Merci Véronique, puis merci à tous pour votre participation aujourd'hui.
Comme Véronique l'a mentionné, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment de vous outiller dans le cadre de votre déconfinement. J'ajouterais qu'effectivement, il y a eu beaucoup de demandes pour ces webinaires-là. Il y a 2 autres séances qui sont prévues jeudi, puis là, on réfléchit à en faire possiblement une en anglais. On est content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On le sait que beaucoup d'organismes communautaires ont vraiment été dans le flou depuis le début de la crise. Il y avait beaucoup de questions. C'est pourquoi on tenait vraiment à créer ces lieux d'échange et d'information aujourd'hui. On n'aura peut-être pas réponse à tout, comme Véronique le dit, mais on va faire vraiment notre mieux pour vous amener des éclaircissements. Donc, je le répète aussi, le PowerPoint va vous être envoyé après les webinaires. On enregistre, puis ça va aussi effectivement être diffusé. Puis aussi, là, vous avez tous été mis sur muet parce que vous êtes très nombreux. C'est pour éviter les bruits de fond, mais il y a toujours moyen de s'exprimer ou poser des questions dans le fil de la discussion. Le plan de la présentation aujourd'hui du webinaire, en fait, il y a une présentation de 2 volets. On va parler un peu des recommandations de santé publique pour le déconfinement des organismes communautaires, d'une part, et d'autre part, on va aussi parler un peu des outils qui sont disponibles. La deuxième partie, c'est vraiment la plus longue, c'est vraiment la période de questions. On voulait que vous ayez vraiment tout le temps requis pour poser vos questions. Donc, j'entamerai tout de suite avec les recommandations de santé publique pour le déconfinement des organismes communautaires. D'abord, le déconfinement, est-ce que c'est officiel? C'est un drôle de timing parce que quand on a planifié les webinaires, on ne le savait pas, mais il y a officiellement eu des publications du ministère en date du 14 juin qui abondent en ce sens. En fait, ils ont publié une lettre, là je vais citer certains extraits pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a une lettre qui prévoit que la suspension applicable aux activités effectuées en milieu de travail soit levée à l'égard de tout organisme communautaire. Cet arrêté vise l'ensemble des organismes communautaires, tous secteurs confondus. Le gouvernement souhaite ainsi reconnaître l'apport essentiel de ces organismes afin de maintenir un filet social. C'est toutefois important de préciser que la reprise des activités doit tenir compte de la capacité des organismes à respecter les consignes de santé publique. Donc, il y avait cette lettre-là qui formalisait aussi le déconfinement et la reprise des activités. Mais il y avait aussi un autre document que le ministère a publié qui aborde un petit peu les mesures de prévention pour la reprise ou la poursuite des activités. Avant de commencer, il y a certains points que c'est vraiment important de mettre sur la table aujourd'hui, avant qu'on se lance plus dans les recommandations. Premièrement, puis Véronique en a listé un mot, les recommandations reflètent, ça vient vraiment du provincial. Ça reflète une adaptation des directives ministérielles au contexte montréalais. Donc, ce n'est pas nous qui avons des nouvelles recommandations à vous présenter. Ça s'inscrit vraiment dans les recommandations provinciales, puis même que souvent, en fait, on apprend les orientations ministérielles en même temps que vous. Deuxièmement, la situation des orientations évolue rapidement. Ce qui est vrai aujourd'hui pourrait changer à très court terme. En fait, on ajuste nos actions de santé publique selon le portrait épidémiologique, selon la crise sanitaire, mais aussi parce qu'on apprend un peu plus sur le virus chaque jour. En fait, ce virus-là est nouveau pour tout le monde, pour nous aussi. Troisièmement, il n'existe pas une seule façon de déconfiner ou un protocole universel. C'est important de le dire. Ça dépend vraiment du contexte. Chaque organisme doit adapter les mesures selon ses spécificités, puis la configuration des espaces, la taille des locaux, etc. Ici, on aborde vraiment les consignes générales, mais on le sait que vous avez tous et toutes des contextes spécifiques. On ne pourra pas répondre à chaque cas de figure. Puis souvent, vous êtes vraiment les mieux placés pour savoir en fait ce qui est possible ou pas possible dans votre milieu. Quatrièmement, la décision de reprendre les activités appartient vraiment aux organismes, selon leurs ressources puis selon leur contexte. Même si le ministère a publié un changement au décret qui fait que tout le monde peut reprendre ses activités dans le respect des consignes de santé publique, en fait, ça reste un choix de l'organisme. Puis cinquièmement, c'est sûr qu'il y a une période de questions plus tard, mais si vous avez des questions tout au long de la présentation, on vous invite vraiment à les écrire au fur et à mesure. Comme ça prend un petit peu d'avance, puis vous n'oublierez pas vos questions non plus en temps et lieu. Donc, on pourrait commencer dans le vif du sujet. En fait, c'est la même chose partout. Peu importe le contexte, l'endroit, la population, on continue de se protéger. Qu'on soit dans les épiceries, les commerces, les transports en commun, les parcs ou dans un organisme communautaire, on tousse dans notre coude, on se lave les mains 20 secondes avec du savon ou une solution hydroalcoolique. On garde nos distances, le fameux 2 mètres. On porte un masque quand c'est possible ou un couvre-visage en tissu quand les masques ne sont pas disponibles et qu'on est à moins de 2 mètres. Et on limite nos déplacements. Donc, ces recommandations-là s'appliquent aux organismes communautaires, aux employés, aux bénévoles et aux usagers. Toujours dans la perspective, c'est la même chose partout. En fait, il y a certains groupes qui ont des consignes d'isolement.
Ces groupes-là, qui ont une consigne d'isolement, ne devraient pas fréquenter les locaux d'un organisme communautaire. On pense autant aux employés, aux bénévoles qu'aux usagers. Fait qu'on va passer un petit peu en revue les cas qui ont une consigne d'isolement. Bien évidemment, les cas suspectés ou confirmés de COVID devraient être en isolement. Les personnes qui ont eu un contact avec un cas confirmé de COVID, là, on va s'arrêter un petit peu sur celui-là parce que des fois, ça crée un petit peu de confusion. Qu'est-ce qui est défini comme un contact? À partir de quand c'est significatif? Entre vivre avec quelqu'un qui est positif ou croiser quelqu'un de loin à l'épicerie, c'est pas du tout la même chose. Donc, souvent, on va définir sans équipement de protection à moins de 2 mètres pendant 15 minutes. Ça, on va considérer que c'est un contact là, significatif avec un cas confirmé. Autre élément à souligner par rapport au contact avec les cas de COVID, c'est que ça ne s'applique pas aux travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé ont souvent des patients qui peuvent avoir un diagnostic de COVID, mais ils portent le port d'équipement de protection adéquat, et que cette consigne-là d'isolement ne s'applique pas à eux. Sinon, tous les groupes de personnes qui présenteraient des symptômes compatibles avec la COVID, comme de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, devraient aussi être en isolement et ne pas fréquenter les locaux d'un organisme communautaire. Les personnes qui attendent un résultat d'un test de COVID, puis les personnes revenues d'un voyage à l'extérieur au cours des 14 derniers jours. Puis j'amènerais même la position officielle du ministère dans ce qu'ils ont publié même récemment, c'est qu'aucune intervention en personne devrait être faite autant au site de l'organisme qu'au domicile pour un usager qui devrait être en isolement, sauf en cas de force majeure où la santé et la sécurité de l'usager seraient menacées. Donc ça, c'est officiellement la position. C'est vraiment dans des cas de figure exceptionnels où on aurait une prestation de service auprès d'un usager qui correspond à ce groupe-là. Les équipements de protection individuelle, c'est important qu'on regarde un petit peu ce volet-là parce qu'il y a eu beaucoup de confusion des fois par rapport à ça tout au long de la crise, puis des fois même les recommandations ont changé depuis le début. Si vous ne le connaissez pas, il y a un outil qui a été publié par la Direction régionale de santé publique. C'est sur le port des équipements de protection individuelle, puis ça s'adresse vraiment aux intervenants du milieu communautaire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais les liens pour accéder à tous les outils que je vous présente, incluant celui-là, se trouvent dans le PowerPoint. D'abord, c'est le port du masque de procédure ou chirurgical qui est à privilégier s'il est disponible. C'est seulement quand il n'est pas disponible qu'on suggère qu'il soit remplacé par un couvre-visage en tissu. Les équipements de protection individuelle, ça ne remplace pas les mesures de base comme la distance de 2 mètres ou encore le fait de bien se laver les mains. Les équipements de protection, ça protège uniquement quand ils sont utilisés au bon moment et de la bonne façon. Même qu'une utilisation inadéquate de ces équipements-là pourrait être plus risquée que l'absence de protection. Dans quel contexte on met les équipements de protection? On va regarder ça en détail. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on porte le masque quand on est à moins de 2 mètres. Ça, c'est vraiment la consigne universelle. Maintenant, quand on est à moins de 2 mètres, mais plus de 15 minutes, là, donc un peu plus longtemps, on suggère aussi d'avoir une protection oculaire si l'usager n'a pas de masque. Puis dans le cas d'une intervention avec un risque élevé d'agressivité, quand on pense qu'on va perdre le contrôle en intervention, qu'il y a un risque d'agressivité, de crachat ou de morsure, à ce moment-là, c'est le masque et la protection oculaire, peu importe. Puis sinon, au niveau du nettoyage, on recommande des gants quand on nettoie une pièce qui a été fréquentée par un usager à risque ou quand on manipule carrément les effets personnels de tout type d'usager. Donc, l'usager à risque, on revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, on parle d'usager symptomatique, d'usager en attente de résultats ou même de quelqu'un qui aurait carrément reçu un diagnostic de la COVID-19. Prochain point, on voulait regarder un peu comment adapter les locaux de l'organisme. Ici, il n'y aura pas trop de surprises parce qu'on le voit de plus en plus là, dans les commerces, dans les épiceries, il y a beaucoup d'adaptation au niveau de l'environnement. Donc, ce qui va être présenté ici, ça s'inscrit vraiment là-dedans, mais on les passe quand même en revue. Et on recommande de poser des affiches pour rappeler les consignes de santé publique, là, comme le lavage des mains ou la distance. On recommande d'installer un distributeur de solutions désinfectantes autant à l'entrée qu'à la sortie de l'organisme. On recommande d'installer des barrières physiques, par exemple des plexiglas, aux endroits où la distanciation ne peut pas être respectée. On pense entre autres des fois à l'accueil où c'est plus difficile. Il est possible de faire un marquage au sol pour indiquer le 2 mètres, à l'intérieur ou à l'extérieur si des files d'attente ont tendance à survenir. Il y a possibilité de faire des corridors de circulation pour éviter que les personnes se croisent de trop près. Sinon, il faut désinfecter régulièrement les installations sanitaires. En général, il est recommandé aux 2-4 heures, mais c'est sûr que ça dépend aussi de l'utilisation qui en est faite. Donc, souvent, c'est comme un 3-4 fois par jour. Les aires communes, souvent les cafétérias, toutes les aires où il y a plus de va-et-vient et les surfaces où il y a plus de contact. On pense entre autres aux poignées de porte, aux sonnettes. Donc, ça, c'est important de désinfecter ces surfaces-là plus souvent.
Adapter les espaces pour limiter aussi les contacts répétés. Une autre alternative, ce serait par exemple qu'il y a une personne désignée pour ouvrir la porte ou la possibilité de laisser certaines portes ouvertes. Je tiens à préciser que ça, par contre, ça ne s'applique pas aux portes de type couvre-feu qui doivent rester fermées. Sinon, c'est aussi recommandé de restreindre l'usage d'installations communes non essentielles, comme des fois des pichets d'eau, des pichets de café communs ou à partager. Donc, ça, c'est à éviter quand c'est possible. Puis, c'est recommandé de ventiler les pièces et d'ouvrir les fenêtres lorsque c'est possible. Là, on va regarder un petit peu les différents types d'activités, comment ça peut être adapté. Ici, on parle des activités et services de groupe. On pense entre autres à tout ce qui est des cours, des activités sportives, culturelles, spirituelles, les ateliers d'échange, de soutien psychosocial, la concertation. En fait, la position officielle du ministère, c'est que de vraiment le faire en vidéoconférence ou par téléphone ou à distance quand c'est possible, sinon à l'extérieur et sinon, en dernier recours, de le faire à l'intérieur. Sur ce qu'ils ont publié, en fait, je tiens à dire, on est très conscient que ce qu'ils ont publié le 14, il y a aussi eu l'annonce du lendemain comme quoi les rassemblements intérieurs étaient permis. Il va peut-être avoir des petites clarifications à faire de notre côté, voir un peu ce qui est appliqué à votre contexte. Je n'ai pas de réponse officielle à vous donner par rapport à ça aujourd'hui, malheureusement. Outre qu'on va faire un petit suivi pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Donc, sinon, si on fait une activité à l'intérieur, important de se laver les mains à l'entrée, adapter les lieux aussi pour s'assurer qu'il y a un 2 mètres entre les participants. Donc, espacer les chaises ou les tables quand c'est possible. De porter un masque lorsque le 2 mètres ne peut pas être respecté. Puis de limiter le partage de matériel et les changements de place entre les participants. Et finalement, de désinfecter les espaces après la tenue de l'activité. Puis sinon, si jamais une activité de groupe avait lieu à l'extérieur, par exemple sur des terrains publics, bien à ce moment-là, c'est vraiment le respect des consignes sanitaires de base, là, tout ce qui est distance, masque possible, qui est à respecter. Ensuite, activités et services individuels, on pense à tout ce qui est écoute, soutien psychosocial ou accompagnement de toutes sortes. La consigne, quand c'est possible, c'est de privilégier les activités individuelles par téléphone ou vidéoconférence. On est très conscient que vous travaillez aussi avec des clientèles, des fois, que c'est absolument pas possible d'intervenir à distance pour un paquet de raisons, soit parce que des fois, l'accès à Internet est plus difficile ou les gens ne sont pas toujours à l'aise non plus avec ces technologies-là. Donc, dans ce temps-là, quand c'est pas possible, à ce moment-là, on reprend les activités individuelles en personne en respectant, encore une fois, certaines mesures de prévention. Puis là, ça a l'air un petit peu redondant, mais en même temps, c'est des consignes qui sont vraiment de base et applicables dans beaucoup de contextes. Donc, on adapte le lieu d'intervention pour s'assurer du respect du 2 mètres entre l'intervenant et le participant. On porte le masque quand c'est pas possible. On limite le partage de matériel et on désinfecte les espaces après la tenue de l'activité. Puis un petit rappel aussi, qu'aucune intervention en personne devrait être faite, autant au site de l'organisme qu'au domicile, là, pour les groupes de personnes qu'on faisait mention tantôt, sauf en cas de force majeure. Activités liées à la vie associative de l'organisme, on pense aux assemblées générales, aux rencontres d'équipe, aux comités, à la concertation. Encore une fois, quand c'est possible, c'est recommandé de le faire à distance, par téléphone ou vidéoconférence. Mais quand ce n'est pas, bien, à ce moment-là, on peut reprendre aussi progressivement les activités liées à la vie associative au site de l'organisme. C'est sûr qu'il faut limiter le nombre total de personnes présentes à l'intérieur en fonction de la taille des locaux et des horaires de travail. Il n'y a pas de chiffre magique, là. On ne peut pas vous dire pas plus que X personnes parce que ça dépend tellement de votre configuration des espaces et tout. Donc, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce qui est réaliste à ce niveau-là. Porter le masque et le couvre-visage, encore une fois, quand le 2 mètres peut être respecté, ça s'applique aux employés et à la clientèle. On limite le partage de matériel et les changements de poste, entre autres, tout ce qui est des fois des téléphones qui pourraient être partagés, des ordinateurs, souris d'ordinateurs. On essaie de limiter ce partage-là entre les employés. Et on restreint l'usage d'installations communes qui ne seraient pas essentielles, encore une fois. Tout ce qui est pichet d'eau à partager ou autre, c'est moins recommandé. Et on désinfecte les aires de travail, en particulier les aires communes, comme on le mentionnait tantôt, et les installations sanitaires. Maintenant, pour ce qui est des activités de porte-à-porte, on pense à tout ce qui est sensibilisation, enquête ou des portraits de salubrité. Ça, on peut reprendre progressivement les activités de porte-à-porte en privilégiant que l'intervenant reste à l'extérieur des logements. On porte un masque. Ça, ce n'est pas applicable d'ailleurs aux locataires. C'est vraiment pour l'intervenant qui ferait les tournées. On garde le 2 mètres avec les locataires. Puis on préconise aussi un lavage des mains fréquent. La personne qui fait du porte-à-porte pourrait avoir sur elle une solution désinfectante et se nettoyer les mains occasionnellement entre les visites. Puis autre chose, ça va un peu de soi, mais on le précise quand même, on devrait limiter tout contact direct avec les personnes et objets à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est des activités de distribution de matériel là, ou de denrées alimentaires,
Justement, distribution de paniers alimentaires, des bacs de compost, de vêtements, matériel pour injection, etc. Il y a beaucoup de ces services-là qui ont continué pendant la crise. Pour ceux qui n'ont pas, on peut soit poursuivre ou reprendre les activités selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans la mesure du possible, ça devrait se faire à l'extérieur, le ramassage ou la livraison. On se nettoie les mains avant et après la manipulation de matériel ou de denrées. On respecte une distance de 2 mètres. Puis on s'assure aussi que les usagers, là, dans la mesure du possible, soient en contact uniquement avec le matériel ou les denrées qui vont leur revenir. Si vous ne la connaissez pas, il y a aussi l'INSPQ qui a fait une fiche à cet effet-là, une fiche pour les livreurs à domicile. Donc, il y a quand même des recommandations plus détaillées qui pourraient s'appliquer à un contexte là, similaire au vôtre. Pour les activités sur un site extérieur, par exemple, tout ce qui est verdissement, jardinage, intervention sur le cadre bâti, portrait de l'environnement urbain, mais ça, on peut reprendre progressivement les activités, toujours avec le respect des mesures de base, le fameux 2 mètres, le port du masque quand le 2 mètres ne peut pas être respecté. On limite le partage de matériel entre les personnes, puis si jamais il y a des équipements qui seraient communs ou partagés entre les intervenants, à ce moment-là, on le désinfecte avant de partager d'une personne à l'autre. Des questions qui sont souvent posées. L'une des questions, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir accès à mes locaux? C'est un enjeu qui est répertorié quand les locaux, justement, appartiennent à une autre instance comme la commission scolaire ou la ville. Ici, c'était juste pour vous dire qu'actuellement, il y a des démarches qui sont en cours avec la ville pour autoriser la reprise des activités et l'accès aux locaux par les organismes communautaires. D'ailleurs, eux attendaient un peu le changement officiel du décret par le ministère qui a eu lieu dimanche passé. Donc, ça, c'est un peu pour les démarches qui ont eu lieu récemment. C'est sûr qu'après, l'accès aux locaux va dépendre aussi des capacités de l'arrondissement et de la ville d'ouvrir. Donc, ça, c'était un point qu'on voulait aussi amener parce que c'est souvent soulevé. Une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce que les personnes de plus de 70 ans peuvent fréquenter un organisme communautaire? C'est sûr que les personnes de plus de 70 ans, tout comme les personnes aussi qui ont des comorbidités ou des conditions associées, des maladies chroniques sévères, un système immunitaire affaibli, sont plus à risque de développer des complications liées à la COVID. Souvent, c'est recommandé de limiter les déplacements et d'éviter les contacts aussi avec d'autres personnes. Si une personne décide quand même de participer à une activité, à ce moment-là, elle doit vraiment appliquer rigoureusement les consignes sanitaires de distanciation puis de lavage des mains. Donc, la recommandation officielle du ministère, c'est justement de limiter mais les mesures de précaution deviennent d'autant plus importantes là, pour ces groupes-là. Une autre question qui est posée, c'est est-ce que c'est les mêmes règles de distanciation pour les jeunes? Ça, c'est drôle parce qu'on a eu une nouvelle justement hier, qu'on parle que les choses changent rapidement. Ça, c'est un autre très bon exemple. Entre la fin du PowerPoint et le début des webinaires, ça avait déjà changé. Il y a des études qui se montraient rassurantes par rapport à la possibilité aux jeunes de transmettre ou de développer la maladie. Puis les consignes ont changé hier. La consigne s'est maintenant rendue que les jeunes de 16 ans et moins devraient avoir une distance de 1 mètre entre eux. Par contre, si c'est avec un adulte, un enseignant ou autre, la distance entre un jeune et un professeur, par exemple, devrait rester le 2 mètres. Puis il y a aussi une consigne qui a changé donc pour les endroits où il n'y a pas de circulation et de discussion, donc où il n'y a pas trop de va-et-vient ou de dialogue avec un interlocuteur. On pense entre autres à des salles de cinéma. La distance officielle s'est rendue 1,5 mètres. Donc ça, c'est un petit changement qui a eu lieu en date d'hier. Ça fait un peu le tour pour les recommandations. On va pouvoir y revenir un peu dans les périodes de questions. Là, on voulait faire un petit tour de roue sur les outils qui sont disponibles. Il y en a peut-être certains que vous connaissez déjà, mais dans le doute, on voulait vous en partager. D'abord, il y a les fiches de l'INSPQ. Ils ont produit plusieurs fiches adaptées pour plusieurs milieux. Je vous en présente 4, mais sachez qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Il y a une fiche pour les mesures pour les organismes communautaires, qui abonde aussi un peu dans le même sens que ce qu'on se présente. Il y a la fiche pour les organismes communautaires qui offrent de l'hébergement. Il y a une fiche pour les travailleurs de la santé qui offrent des soins à domicile. C'est sûr que ça, c'est travailleurs de la santé, mais comme il y a beaucoup de recommandations qui pourraient s'appliquer aussi à vous si vous vous rendez à domicile, on trouvait que c'était intéressant de vous la mettre en référence. Puis aussi la fiche pour les livreurs à domicile dans le cas où il y avait une distribution ou livraison de matériel. L'INSPQ a aussi développé une formation. C'est une formation COVID-19 et santé au travail, produite toujours par l'INSPQ. C'est intéressant de vous le mettre en référence. Il y a un volet vraiment pour les employés, puis il y a un volet aussi pour les employeurs. C'est environ 6 capsules vidéo qui abordent aussi autant des éléments de base que des réponses à des questions qui sont souvent soulevées. Donc, puis ça a été mis à jour même assez récemment. Je pense que c'est en date de la semaine passée pour un des volets.
Un autre outil disponible qui est intéressant de consulter, c'est l'outil fédéral d'atténuation des risques pour les lieux de travail. Ça aborde vraiment plus les volets comment modifier l'environnement pour diminuer les risques dans le lieu de travail. Donc, on parlait un petit peu tantôt des mesures pour adapter les locaux, mais il y a un peu plus de détails à ce niveau-là. Fait que si jamais vous voulez aller le consulter, ça amène d'autres informations complémentaires. Un autre outil, c'est un outil d'aide à la planification de la reprise des activités dans les petites et moyennes entreprises québécoises. Cet outil-là vise les entreprises. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses transposables à des contextes d'organismes communautaires. Puis la raison pour laquelle il était très intéressant, c'est qu'il amène aussi un élément très concret dans les outils. Il y a beaucoup de listes d'éléments à cocher, de listes d'éléments à considérer. Fait que quand on est dans le concret de la planification du déconfinement, de savoir j'ai-tu pensé à tout, c'est intéressant d'aller consulter cet outil-là qui offre justement des grilles là, à regarder dans la planification du déconfinement. Un autre outil que vous connaissez peut-être, c'est le document de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires. Ça, c'est vraiment un outil sur le réflexion sur le déconfinement, donc quand et comment déconfiner. Donc, juste pour aborder peut-être ces réflexions-là, l'outil est vraiment intéressant et bien fait. Si vous ne le connaissez pas, là, je vous invite à aller le consulter. Puis, je répète aussi, là, mais j'ai mis tous les liens. Tous les liens sont dans la présentation qui vous sera envoyée. Dans les autres outils disponibles, il y a toutes sortes d'affiches aussi à imprimer pour que ce soit très clé en main. Par exemple, des affiches sur le lavage des mains que vous pourriez imprimer puis mettre à côté d'une solution désinfectante à l'entrée des locaux. L'affiche « On continue de se protéger » du ministère. Puis il y en a d'autres, là, mais c'était pour vous donner certains exemples aussi. Puis enfin, des outils, là, on en a présenté peut-être 5-6, là, mais c'est juste pour dire qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis on ne voulait pas tous les présenter parce que ça ne voulait pas alourdir la présentation aujourd'hui. Mais c'était juste pour vous dire qu'en référence de la présentation PowerPoint, on va vous dresser vraiment une liste d'outils qui va être un peu par thématique, mais qui va venir complémenter ce qui vous est présenté aujourd'hui. Fait que le PowerPoint, quand il va vous être partagé, ça deviendra presque une trousse d'outils pour vous avec plusieurs références à consulter pour vous soutenir là, dans le cadre du déconfinement. On arrive à la période de questions. Ce qu'on vous propose comme fonctionnement pour la période de questions, c'est que les participants, comme vous êtes très nombreux, puis on ne pourrait pas gérer les tours de parole, malheureusement. C'est un peu plus plate comme ça, mais plus fonctionnel dans le contexte. On invite les participants à écrire leurs questions dans le fil de discussion ou le chat. Il y a un panel de personnes qui va y répondre. Véronique en a fait une petite mention au début. On l'a précisé, mais on le reprécise. On n'aura peut-être pas la possibilité de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. On va faire du mieux qu'on le peut. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas réponse, ça sera toujours possible de vous revenir aussi là, après les webinaires. Puis après les webinaires, il y aura un outil de type questions-réponses qui va vous être envoyé là, suite à tous les webinaires qu'on aura eu cette semaine. Puis si jamais il y a des questions auxquelles on n'avait pas la réponse aujourd'hui, mais ça pourrait être inclus là, dans cet outil-là de type questions-réponses. Donc, je céderai la parole à Véronique pour la présentation plus officielle du panel de répondants. Donc, il y a certaines questions auxquelles j'ai répondu pendant que Karine faisait la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, Florence et Karine ont préparé le PowerPoint et vont assurer le suivi du webinaire. Pour ceux qui se le demandent, en effet, là, on va filmer un webinaire. Je pense que je l'ai dit tantôt, on va filmer un webinaire pour pouvoir le mettre en ligne. On va aussi rendre le PowerPoint disponible. Puis, on va faire un question-réponse en fonction des questions que vous aurez posées puis auxquelles on aura pu ou non répondre. Donc, je vous présente les gens qui vont pouvoir répondre à vos questions. Mélanie Thaïlandier, que certains d'entre vous connaissez peut-être si vous avez travaillé plus en habitation. Judith Archambault, qui est médecin de santé publique dans notre équipe et aussi dans l'équipe promotion de développement des jeunes. Donc, elle a une connaissance de plusieurs milieux. Et Stéphanie Tremblay, qui a assuré toute le volet sécurité alimentaire pendant la pandémie. Donc, je vais voir avec les questions qui ont été posées pour pouvoir leur lancer la balle au besoin. On va commencer par le début. Là, il y a eu plusieurs questions au début, notamment, Judith, je vais te demander de répondre à la question sur les maladies chroniques. Donc, parmi les travailleurs qui sont diabétiques ou encore qui ont une maladie chronique, est-ce qu'ils peuvent reprendre le travail ou ils doivent être mis automatiquement en télétravail? La parole est à vous, Dr Archambault. Oui, bonjour d'abord. Donc, la question sur les maladies chroniques. En fait,
l'INSPQ a écrit un avis là-dessus. En fait, on sait qu'il y a certaines personnes, il y a des catégories de personnes, il y a certaines maladies qui augmentent le risque de faire des complications graves à la COVID. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment plus les personnes qui ont des maladies chroniques qui sont mal contrôlées. Donc, des gens qui vont souvent devoir aller être hospitalisés ou aller voir leur médecin en raison de leur maladie chronique. Donc, c'est pas forcément parce qu'on a une maladie chronique qu'on est forcément plus à risque. Donc, par exemple, un asthme qui est bien contrôlé, c'est pas forcément une raison pour ne pas continuer le télétravail. C'est sûr que le télétravail reste encouragé pour tout le monde, de toute façon, si c'est possible. Mais le mieux pour les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est de se référer à leur médecin traitant, puis de prendre une décision éclairée avec l'aide de leur médecin traitant par rapport aux risques puis aux bénéfices. Donc, s'ils ont des doutes, le mieux, c'est de les référer à leur médecin. Merci, Judith. Ensuite, on a une question. Pour un centre de jour en santé mentale qui accueille 30 personnes, ils ont de la difficulté à faire le calcul qui pourrait leur permettre de reprendre les activités. Peut-être, Judith, juste rappeler les règles de base qui doivent être suivies, peu importe le milieu et l'adaptation nécessaire. Donc, oui, peu importe le milieu, ce qu'il faut, le nombre de personnes qui va pouvoir être accueillies dans un milieu dépend en fait des locaux, puis de votre capacité à adapter les locaux, d'adapter les services aussi. Est-ce qu'on peut faire des rotations? Est-ce qu'on peut étendre les heures de service, etc. Ce qu'il faut, c'est pouvoir respecter les mesures de base. Donc, est-ce qu'on peut respecter le 2 mètres entre les personnes? Est-ce qu'on peut avoir tout ce qui a été présenté, en fait, des solutions hydroalcooliques qui sont accessibles, etc. Merci. Ensuite, il y a quelques questions qui concernent soit l'obligation de test pour le retour d'un travailleur ou encore la surveillance des symptômes à l'arrivée d'un travailleur. OK, donc oui, il est recommandé de demander aux travailleurs en fait de surveiller leurs symptômes tous les matins. Donc, quelqu'un qui a des symptômes ne devrait pas se présenter au travail. Maintenant, est-ce qu'il y avait une question par rapport au test? J'ai pas bien. Est-ce qu'on peut exiger de prendre la température d'un travailleur qui se présenterait au travail? Peut-on l'obliger à revenir avec un test? Oui. On ne peut pas obliger un travailleur. Après, c'est vous qui regardez de quelle façon vous voulez faire ce qu'on appelle le triage. Il y a des gens qui le font de manière électronique, qui demandent à chaque employé d'envoyer le formulaire à chaque matin. Il y en a qui font le triage à la porte. Ce n'est pas des obligations, c'est toujours des recommandations. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez les transposer dans votre milieu. Pour ce qui est du test pour le retour au travail, j'imagine chez quelqu'un qui a fait la maladie, ce n'est plus recommandé, c'est pas nécessaire en fait parce qu'un test peut rester positif pendant plusieurs semaines chez une personne qui n'est plus contagieuse à terminer sa maladie. Donc, c'est plus quelque chose qui est recommandé de faire des tests pour retourner au travail. Ce qui est important, c'est vraiment plus de respecter la période d'isolement qui aura été déterminée par la santé publique. Donc, généralement, c'est 14 jours après le début des symptômes, puis 24-48 heures après la fin des symptômes. Est-ce qu'il est possible de faire des regroupements extérieurs de 15 personnes avec des participants de 65 ans et plus? Puis, on avait la même question pour un rassemblement dans un parc en vue de la Saint-Jean-Baptiste. C'est toujours les mêmes principes. Je te laisserai encore répondre. C'est les mêmes principes à l'intérieur, à l'extérieur. Si on est capable de respecter les mesures de distanciation. Peut-être, je ne sais pas si un de mes collègues a plus la notion par rapport au nombre maximum, mais je pense qu'il y en a. Ben, ça dépend, parce que pour les cours de groupe, on dit que c'est 10 maximum. Mais je ne sais pas, Mélanie, parce que les choses ont changé dernièrement. Je ne sais pas si ça touche aussi les regroupements extérieurs. C'était pas clair dans l'annonce d'hier matin, mais ils annonçaient 50 personnes comme rassemblement autorisé à partir du 22 juin. Donc, ça serait éventuellement à préciser avec le ministère là, pour voir, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est 10 personnes encore, mais ça devrait augmenter à 50 personnes en maintenant la distanciation sociale recommandée.
C'est Stéphanie pour ce qui est de la partie qui concernait le rassemblement pour le parc. Il était question d'un pique-nique. Fait que si on fait le parallèle, par exemple, avec ce qui concerne la prise de repas, ce qu'on dit, c'est que peut-être idéalement de former des sous-groupes. Je pense qu'une même table, c'est un maximum de 10 personnes, mais il pourrait y avoir quand même un potentiel plus grand, mais de former peut-être des sous-groupes. Puis c'est ça, ça reste quand même le 2 mètres entre chacun des participants. Je pense que c'était une clientèle, si c'était la question qui concernait la clientèle de 70 ans et plus, ben peut-être de s'assurer vraiment d'un bon lavage de mains avant, après avoir mangé. Fait que si c'est dans un parc, c'est sûr qu'on a peut-être tendance à avoir recours aux purelles. Ça peut être intéressant de voir s'il y a des points d'accès à de l'eau. Parce que c'est sûr que quand les mains deviennent souillées, le Purel ne permet pas quand même de laver les mains. C'est une désinfection, mais c'est pas un nettoyage. Fait que je pense que ça serait vraiment important. Puis de voir s'il n'est peut-être pas possible en tout cas, je pense que c'est de limiter aussi le partage d'équipements, de cuillères de service, etc. Peut-être de voir à des repas, peut-être chacun apporte son repas, ou du moins, ça va prendre un nettoyage entre chaque usager, s'il y a un partage de cuillères de service ou quoi que ce soit. Mais je voulais juste amener la nuance pour le repas pris dans un dans un parc, par exemple. Parfait, merci. Il y a une question sur est-ce que les locataires peuvent recevoir des amis en fonction de la dimension de la chambre? Judith, je laisserai répondre pour ce volet-là, s'il vous plaît. Encore une fois, est-ce qu'on est capable de respecter le 2 mètres dans la chambre? Effectivement, ça va dépendre de la dimension. On rappelle dans les directives, on peut avoir 10 personnes à l'intérieur de 3 ménages différents. Après, ça doit dépendre de la capacité de pouvoir respecter les mesures. Parfait, merci. Il y a une question similaire. Dans les salles communautaires climatisées où la plupart des personnes qui la fréquentent ont plus de 60 ans et ont plusieurs problèmes de santé, est-ce qu'on devrait demander le port du masque en tout temps, même quand le 2 mètres de distance peut être respecté? Je pense que ça va dépendre beaucoup du type d'activité qui est faite. Est-ce que les gens sont assis à des tables vraiment où il n'y a pas de croisement possible? À ce moment-là, non, le port du masque n'est pas nécessaire. Mais à partir du moment où il y a des gens qui se déplacent, peut-être aussi, ça rejoint aussi une des premières questions, à l'arrivée dans la salle, est-ce qu'on est capable d'éviter les regroupements, les goulots d'assemblement? Est-ce qu'on est capable, même pour rentrer dans la salle, de respecter la distanciation? C'est toutes des questions à avoir. Je pense que si les gens sont assis à des tables à 2 mètres ou plus de distance, ils peuvent enlever leur masque, mais peut-être qu'au moment où ils circulent, ils devraient le mettre. Le masque, il est recommandé comme mesure additionnelle dans les lieux publics. Que la salle soit climatisée ou non, je pense que c'est pas forcément c'est pas un critère. Puis le fait qu'ils aient 65 ans ou plus, c'est juste que c'est des gens avec qui on va être encore plus prudent. Mais c'est la même chose que pour tout le monde. Parfait. On a une autre question. Il y a plusieurs questions sur les aînés et la reprise des activités. Dans le fond, on va le mettre dans le question-réponse, puis vous y aurez accès. Puis je vais revenir sur l'accès aux questions-réponses et à tous les outils par la suite. Si un employé est déclaré positif, est-ce à nous de décider qui parmi les autres employés devrait être mis en quarantaine? Judith? Alors, quand une personne a un test positif, la santé publique reçoit le résultat rapidement et puis procède à une enquête auprès de la personne. Puis, cette enquête va permettre de déterminer quelles sont les personnes, donc ce qu'on appelle les contacts, avec qui il a été ou elle a été en contact pendant sa période de contagiosité de manière significative. Donc, un contact qu'on juge à risque modéré et élevé. Et ensuite, c'est encore une fois ces personnes-là seulement qui vont être contactées par la santé publique pour donner les consignes d'isolement. Donc, le milieu peut être, selon la situation, peut être amené à collaborer puis à aider à identifier certaines personnes qui auraient pu être en contact, mais c'est vraiment la santé publique qui le pilote avec l'aide de la personne malade et parfois du milieu.
Parfait, merci. Peut-être faire un petit retour sur les nouvelles règles de distanciation. Il y a une question ici qui est, il n'y a pas de différence entre les personnes âgées et un adulte. La distance et le nombre de personnes restent le même. Suite aux annonces d'hier, peut-être on pourra remettre un tableau dans notre question-réponse de la distanciation sociale puis des principes qui s'appliquent. Mais de manière générale, Judith, est-ce qu'il y a une différence entre une personne âgée et un adulte? Par rapport à la distanciation? Oui. Non, ça ne faisait pas partie des annonces. C'est vraiment plus pour les jeunes de moins de 16 ans qu'il y a eu en fait un changement de 2 mètres, on est passé à 1 mètre. Parfait, merci. Il y a une question. Est-ce que si on utilise une lingette avant le purel, c'est mieux dans le cadre, j'imagine, d'un pique-nique ou de quelque chose du genre? Judith? Oui, ou Stéphanie, si jamais tu peux Oui, compléter. oui, c'est ça. Merci. L'idée du nettoyage avant la désinfection, c'est d'enlever en fait les souillures, les morceaux, en fait, désinfecter des mains qui sont pas propres. Bon, c'est pas efficace. Si la lingette permet d'enlever peut-être de nettoyer les mains, peut-être, mais je pourrais pas. J'ai pas de réponse claire là à ça. J'imagine que c'est mieux que rien, mais. Je pense que c'est ça. C'est dans une optique où il n'y a vraiment pas d'eau. Ça pourrait effectivement être bien quand on pense aux activités qu'il y a vraiment des personnes de 70 ans et plus. C'est là, je pense, souvent le cœur de vos questions. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais c'est sûr, ça ne remplace pas le lavage eau et savon qu'on recommande. Mais bon, ça peut au moins enlever certaines souillures, certains quand même, quand les mains sont vraiment sales, le purel ne va pas retirer, tandis que la lingette va quand même pouvoir un minimum retirer certaines saletés là, sur les mains. Fait que c'est comme une solution mitoyenne, si on veut. Là. Parfait, merci Stéphanie, merci Judith. Un club de marche dans un parc doit-il être limité à 10 participants? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Peut-être Karine, est-ce que tu as la réponse exacte? Avec les nouvelles annonces, là, faut qu'on réévalue toutes nos recommandations. Là. Vas-y. Ben, en fait, je dirais qu'il y a peut-être un peu d'éléments à clarifier plus à ce niveau-là, les activités de groupe, le nombre. J'ai pas de réponse, moi, à donner aujourd'hui, malheureusement, par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait faire un suivi en fait, le plus rapidement possible là, pour amener des précisions. Parfait, on mettra les liens vers notre question-réponse. Beaucoup de nos membres vulnérables voyagent en transport adapté. Est-ce que la DRSP ne devrait pas obliger les chauffeurs de transport adapté à porter le masque pour protéger les membres? En fait, je pense que pour cette question-là, c'est vraiment un volet de relations de travail. Donc, nous, on n'abordera pas cette question-là ici. On va pouvoir peut-être y répondre dans la question-réponse en fonction d'enjeux qu'on sera capable de voir, notamment les négociations qui sont faites avec la STM, la Ville de Montréal et tout ça. Mais ça va être plus difficile de répondre à cette question-là pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons demander une attestation de dépistage lors de l'admission? Donc, j'imagine que vous parlez de l'admission dans une ressource d'hébergement ou dans une ressource où vous avez où vous voyez des gens. Judith, tu as travaillé beaucoup les protocoles pour notamment la violence conjugale. Est-ce que tu peux donner un petit bout de réponse là-dessus? Oui, ben en fait, c'est pas une indication de test, hein, l'admission dans une ressource, à part peut-être certaines ressources très spécifiques. Et surtout, en fait, le test a des limites. Bon, si le test est positif, bon, on sait que voilà, la personne va devoir s'isoler pour le temps de sa maladie, en tout cas 14 jours après son test. Mais si le test est négatif, ça ne nous renseigne pas forcément sur est-ce que la personne va développer la maladie dans les 14 prochains jours. Donc, c'est pas une recommandation qui peut remplacer finalement un isolement préventif. Donc, idéalement, puis ça dépend aussi d'où vient la personne, si elle vient de la communauté, si elle vient d'un milieu hospitalier. Donc, il y a des niveaux de risque qui sont associés aux différents milieux. Mais une chose qui peut être faite, c'est plutôt un isolement préventif, soit avant d'intégrer la ressource ou dans la ressource à l'arrivée. Encore une fois, quelqu'un qui arrive de son domicile puis qui n'a pas vraiment est isolé en fait depuis 3 mois,
peut-être qu'on va pouvoir être plus souple par rapport à l'isolement préventif. Quelqu'un qui arrive de l'hôpital, ben, ça va être différent. Parfait, merci. Il y a toute une question sur une réflexion plus systémique sur l'impact psychologique, puis la discrimination sur les personnes plus vulnérables. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on l'amène ici. C'est vraiment des éléments puis auxquels vous allez être confrontés dans les groupes. Ce que je propose, c'est qu'on le mette dans notre question-réponse parce que ça va nécessiter plus une analyse plus complète. Puis on fera référence, nous, à la cellule santé mentale qui fait ce travail-là à l'intérieur de notre direction. Donc, une question intéressante. Les rassemblements de jeunes dans les parcs seront-ils ou sont-ils tolérés plus de 15 jeunes en même temps? Ça, je pense que ça va aller aussi avec la question des rassemblements, là, qu'il faut un peu plus aller fouiller pour vous donner une bonne réponse. Mais en théorie, avec les nouvelles annonces, il n'y a pas d'enjeu si la distanciation est respectée puis que les mesures sont mises en place. Un organisme situé dans les milieux de vie, exemple HLM, devrait-on poursuivre en télétravail et repousser le déconfinement? Je pense que Judith a donné un bon bout de réponse tantôt. Dans tous les cas où le télétravail est possible, ça devrait être poursuivi. Judith, est-ce qu'il y a des éléments pour le volet plus aîné que tu voudrais ajouter dans ce contexte-là? Ben, quand on est dans un milieu de vie, ben, je pense que c'est comme dans tous les milieux de travail, hein, je pense qu'il faut toujours rester vigilant, puis appliquer les mesures que l'on connaît, les mesures préventives, que ce soit un milieu de vie aîné ou autre. Mais c'est sûr que dans un milieu de bien-être, si on peut éviter si on n'a pas besoin de rentrer en contact avec eux, on peut s'abstenir. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui demande, Judith, s'il peut t'avoir quand il va ouvrir. Malheureusement, on ne la prête pas, on la garde juste pour nous. Non, c'est pas vrai. Judith, elle travaille sur le volet de gestion des éclosions avec nos 2 équipes, donc sur plusieurs milieux. S'il y avait des éclosions dans vos milieux, il est possible que ce soit elle qui soit l'expertise clinique, médicale dans le déploiement des activités de gestion des éclosions. Est-il sécuritaire de partager les objets comme des jeux de société ou des jeux de cartes? Judith, je te laisserai encore répondre pour ce volet-là. Oui, je pense que pour les jeux de société, les jeux, les objets, il y a eu des recommandations très strictes de ne pas partager. Je pense qu'aujourd'hui, faut évaluer là aussi avec quelle clientèle on est, mais si c'est des gens qui sont capables de se laver les mains avant de jouer, de s'abstenir de se mettre trop les mains au visage et tout ça, on pourrait tolérer un certain partage C'est sûr qu'on veut éviter trop le partage d'objets, mais bon, si c'est un jeu, on sait que surtout, je pense, les personnes âgées, là, il faut voir les bénéfices puis les risques dans un cadre où elles sont capables de respecter certaines consignes puis de bien procéder à l'hygiène des mains, ça pourrait être toléré, là. Judith, est-ce que tu veux, un peu comme on a fait hier, faire un petit bout sur la transmission en tant que telle du virus, là, la transmission qu'on connaît, celle d'où je vais te laisser aller, dans le fond, ça va aller mieux si c'est toi qui le fais. Ben, c'est sûr que la majorité de la transmission qu'on documente et qu'on connaît, c'est vraiment une transmission qui est directe de personne à personne, en fait, donc à travers les gouttelettes qu'une personne va projeter dans l'air quand elle parle, elle éternue, elle tousse, etc. Donc, quand on est à moins de 2 mètres, on a plus de chances de les recueillir directement sur nos muqueuses, donc notre bouche, notre nez, nos yeux. L'autre type de contamination, c'est par contact. Donc, quelqu'un qui a toussé, les gouttelettes sont tombées sur une surface. Puis là, il faut que l'autre personne mette sa main sur la même surface, puis ensuite amène ses mains à la bouche. Donc, c'est là qu'on voit que c'est là où l'hygiène des mains rentre vraiment. Donc, dans la première type de transmission, c'est vraiment le 2 mètres qui est important, et le port du masque quand on est à moins de 2 mètres. Puis pour le deuxième, c'est l'hygiène des mains qui entre en jeu. Donc, si on a touché une surface contaminée, mais qu'on s'est bien lavé les mains après, il n'y a plus de risque de transmission. Puis pour ce qui est du contact d'objets qui ont touché des objets, qui ont touché des surfaces contaminées, on commence à être vraiment très, très loin de la source.
Et puis là, c'est quand même, c'est plus une transmission qui est théorique, mais qui a été peu documentée actuellement. Parfait. Merci beaucoup. Il y a la suggestion de faire des sous-groupes pour répondre aux différentes spécifications en lien avec les clientèles desservies et les milieux. C'est certain que là, c'était une première. En fait, on a vu l'engouement pour les webinaires pour le déconfinement. C'est certain que si on voit qu'il y a un besoin pour aller vers des clientèles spécifiques, on va voir comment on peut le développer, mais c'est certain que les recommandations, peu importe le milieu, vont rester les mêmes. Puis, comme Karine l'a dit, il n'y a pas une manière de déconfiner, mais il y a autant de manières que d'organismes en tout respect des mesures à appliquer. Puis, on comprend que pour certaines clientèles, c'est extrêmement difficile. On n'est pas sans le savoir. Pour une habitation de personnes âgées autonomes, est-ce qu'elles peuvent recevoir leurs proches à l'intérieur de leur logement? Si oui, y a-t-il des restrictions nombre de personnes? Je ne sais pas, Mélanie, peut-être que tu peux commencer, puis Judith pourra compléter. Mais pour ce qui est des résidences pour personnes âgées, c'est sûr qu'il y a des restrictions particulières par rapport à d'autres milieux d'habitation. Pour ce qui est des personnes autonomes, ça serait normalement permis. Par contre, les restrictions vont survenir quand il y a la présence de cas dans la résidence en tant que telle. Pour ce qui est du nombre de personnes, etc., normalement, c'est les mêmes restrictions qui s'appliqueraient de partout, au niveau du nombre de personnes, la distanciation sociale, etc., puis les mesures préventives sanitaires. Je ne sais pas si Judith, tu as quand même d'autres éléments d'information que tu voudrais partager ou si c'était correct, mais... Non, c'est complet. Parfait. Pour ce qui est des coupures dans les subventions, j'ai répondu tantôt à la question dans les conversations. Je vous invite à voir directement avec les organismes subventionnaires. Pour ce qui est des subventions de la DRSP, les responsables de chacune des mesures ont eu la conversation avec les porteurs de projets, puis en général des adaptations ont été possibles, donc il n'y avait pas d'enjeu, mais je vous invite à vous référer directement à vos organismes subventionnaires. Dans le cas qui est ici, c'est le PSOC, mais je ne voudrais pas m'avancer pour eux. Donc ici, est-ce que nous pouvons limiter la durée des sorties des résidentes au sein d'un centre d'hébergement pour femmes et pour enfants? Judith, je te laisserai répondre à cette question. Donc là, on parle par exemple des sorties pour, j'imagine, des sorties de loisirs ou pour aller... Est-ce que nous pouvons limiter? Je pense que c'est des... Non, on est dans un déconfinement, il s'adresse à tout le monde. Je ne recommanderais pas qu'il y ait des distinctions en fonction de là où les gens habitent. Par contre, c'est sûr qu'on peut vraiment répéter les recommandations. Quand on habite dans un milieu où il y a plusieurs personnes, il y a une certaine responsabilisation aussi à prendre, d'essayer de respecter les mesures quand on est à l'extérieur. Mais il n'y aurait pas d'indication à limiter plus que pour d'autres personnes. Parfait, merci. Donc, je pense qu'on a répondu à pas mal des questions qui avaient été posées. Il y a eu des questions donc pour qui et comment recevoir le PowerPoint. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va travailler avec notre service de communication pour être capable de créer un lien sur notre site Internet, donc le site Internet du CIUS du Centre-Sud, le volet direction régionale de santé publique, pour que vous puissiez y avoir accès. C'est certain que quand les gens s'inscrivaient, c'était facile de pouvoir le faire. Puis, on va aussi le rendre disponible, l'envoyer via vos regroupements pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Puis, on vous invite à le faire circuler aussi. Là. Il y a pas, c'est certain qu'après aujourd'hui, ben, on a d'autres webinaires jeudi. Après jeudi, c'est possible, comme on l'a dit, que les recommandations changent, qu'il y ait des adaptations. Donc, évidemment, c'est pas... c'est qui est vrai aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui sera vrai dans tous les prochains mois. Nous, on verra adapter nos outils en fonction de ça. Donc, il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Nos responsables d'activité nous demandent un document écrit sur les mesures de déconfinement le plus tôt possible. Quand sera-t-il disponible? En fait, nous, on n'aura pas de document écrit autre que le PowerPoint qui va être proposé. Et compte tenu de la
quantité d'organismes et d'activités, on n'est pas en mesure d'approuver les plans de déconfinement. C'est la raison pour laquelle on est allé vers un webinaire ouvert au plus grand nombre de personnes possible. On espère nos recommandations relativement claires pour que vous soyez capable de les appliquer. Donc, c'est certain qu'on n'est pas, on ne sera pas en mesure. Là, pour certaines activités, notamment les camps de jour, je sais qu'il y a un guide qui est en cours. Il y a plusieurs personnes qui ont fourni des guides aussi, là, plusieurs ministères, aussi là, le MAPAC. Pour les marchés. Donc, on vous réfère aussi au site québec. C'est parce que je veux le dire, québec.ca, je crois. Donc, ça serait de voir un peu avec ça. Après ça, je veux juste m'assurer qu'on n'a pas, qu'on manque pas de questions. Peut-être si je peux rajouter quelque chose, là, je pense à la question juste sur les casse-têtes. Je pense que c'est difficile de faire un casse-tête en étant à 2 mètres, donc c'est sûr que c'est peut-être pas une activité recommandée. Là. Pour ce qui est le jeu de cartes aussi, c'est tout aussi, c'est surtout le 2 mètres qui est important. Le partage si on peut éviter le partage de cartes ou d'objets, c'est mieux, mais c'est vraiment plus c'est ça. Je pense que le casse-tête, vous verrez, là, mais d'être à 2 mètres pour faire un casse-tête, il faut vraiment que ce soit un grand casse-tête. Donc peut-être que je recommanderais pas cette activité-là pour les personnes, surtout les personnes âgées. Parfait, merci Judith. En fait, pour la disponibilité du PowerPoint, comme je disais tantôt, on va le rendre disponible le plus tôt possible. Puis l'enregistrement du webinaire, on va prendre celui où on a été le meilleur. Donc, il nous en reste 3 pour s'évaluer. Florence nous enregistre. Donc, dans le webinaire où on aura été les meilleurs, on va le rendre disponible. Pour ce qui est des kits d'équipement de protection individuelle, la logistique associée à la distribution est extrêmement importante. C'est nos collègues, notamment du PSOC, qui a fait ça depuis le début de la pandémie. On est à réfléchir à comment c'est le plus simple de procéder parce que il y a la charge associée, puis aussi la disponibilité du matériel, la charge associée à la distribution, vos besoins particuliers par organisme aussi. Là vous étiez jusqu'à 165, je pense, dans le webinaire. Vous pouvez imaginer que pour nous, ça fait comme 165 interlocuteurs fois 4 pour la distribution des EPI par semaine. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui va être le plus, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais le plus périn dans le temps, à la fois pour vous et pour nous, puis que vous ayez une certaine autonomie là-dedans sans que ce soit trop cher. Je comprends que les achats groupés, c'est beaucoup moins cher. Fait qu'on va essayer de voir comment est-ce que c'est possible d'orienter la réflexion pour que vous y ayez accès rapidement puis que ce soit pas à gros prix, mais on n'est pas en mesure de répondre à ça aujourd'hui, comme je le disais au début de la rencontre. Donc, pour un suivi en santé mentale de type SIV, à partir de quand pourra-t-on considérer un transfert de télérencontre vers un retour à domicile? Je pense que SIV, moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais probablement que vous savez, soit Judith, est-ce que tu sais, toi, de suivi en communauté ou… Pour un suivi en santé mentale, à partir de quand on pourrait considérer un transfert des rencontres? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je pense que je ne comprends pas. Peut-être si quelqu'un peut nous donner suivi à intensité variable, d'accord, OK, c'est ça. Donc, les gens qui font le suivi à intensité, désolé, hein, dans notre liste d'acronymes, on ne l'avait pas celui-là. OK, donc c'est pour les visites à domicile plutôt que les visites en télé. Oui. Il y a des recommandations qui ont été faites pour ce qui est des rencontres dans des visites à domicile. Donc, si vous êtes en mesure de respecter ces mesures, ces recommandations-là, on mettra le document peut-être soit à la fin de la présentation ou dans les questions-réponses. Si vous êtes en mesure de le faire, que vous estimez que c'est sûr qu'un contact en personne est plus gagnant,
c'est tout à fait réalisable. Parfait. Moi, Merci. j'aimerais juste ajouter, dans le fond, la recommandation officielle, c'est quand on peut de le faire à distance. Et si on ne peut pas, on peut recommencer les activités incluant des interventions individuelles à domicile. Donc juste que ce soit clair là-dessus. Là. Merci, Karine. Il y avait une question pour les locaux, la question des locaux de la ville, à quand l'accès à nos locaux. Dans le fond, nous, on a des rencontres hebdomadaires avec la direction générale de la Ville de Montréal. C'est une question qu'ils avaient pour nous. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'ils pouvaient réouvrir leurs locaux. C'est certain que ça va être à une vitesse variable selon les arrondissements, dans leur capacité à réouvrir de leur côté aussi pour donner accès. Puis, ils avaient aussi des questions l'attente du décret pour la reprise des activités. Ils voulaient s'assurer que tout était conforme. Donc, nous, on a donné notre accord, si on veut, pour qu'ils aillent de l'avant. Puis après ça, bien, c'est le temps que ça se mette en place. Est-ce que nous pouvons d'emblée, une fois une résidente admise au sein du centre d'hébergement, lui demander de s'isoler à l'interne pendant 14 jours? Judith, je te laisserai répondre à ça. Mais là encore, ça dépend d'où vient la personne, puis du type d'hébergement. Est-ce que c'est un hébergement où il y a beaucoup de proximité entre les gens? Est-ce que c'est des chambres avec des salles de bain individuelles, etc. Donc, c'est difficile de répondre. Je pense que la réponse ne peut pas être générale. Mais c'est sûr que si on estime qu'il y a un risque quand même assez élevé, c'est beaucoup plus indiqué qu'un test, par exemple. Merci. Est-ce qu'il est possible de servir des repas dans un centre communautaire, Stéphanie? Je te ramènerai, je te renverrai la question. C'est bon. Bien, ça dépend un peu du type de service alimentaire auquel on fait référence. Si ça s'apparente à un restaurant communautaire, puis un service de salle à manger, bien là, il faut y aller avec ce qui est en vigueur pour le service de la restauration. Fait que ce qui est annoncé, c'est qu'à partir du 22 juin, on peut reprendre les services en salle à manger en suivant les consignes. Là, c'est sûr que c'est quand même assez... ça prend dans les balises, on pourra vous les mettre là, comme tel dans les questions-réponses, mais essentiellement, c'est des tables, pas plus que 10 personnes. De ce que j'ai vu dans le service de la restauration, on revient avec le concept d'unité familiale. Là. Fait que c'est... un maximum de 3 unités familiales. Sinon, il y a des adaptations qui doivent se faire. Puis, au minimum, bien, c'est sûr qu'entre les tables, il doit y avoir le 2 mètres de distance. Puis, il y a aussi des consignes là, qui peuvent être appliquées. Là, par exemple, il n'y a pas excusez-moi, là, comme dans les buffets, là, les comptoirs à salade ou tout ça, c'est vraiment un service aux tables. Fait qu'on pourra vous mettre les références parce que je pense que si j'énumère tout ça, c'est quand même assez colossal. Sinon, si c'est dans le cadre d'une activité de groupe où on servirait un repas, ça, c'est possible. Là, ça l'était possible. Là. C'était la portion restauration où on attendait des enlignements puis que ça va être pour la semaine prochaine. Pour le service de repas dans une activité de groupe, bien, ça revient un petit peu à ce que je disais pour le pique-nique. Fait que dans le fond, là, on n'a pas le contexte d'unité familiale. Là, c'est pas applicable pour ce qui est du service de la restauration, mais ça reste quand même le 2 mètres de distance entre chacun à la table. Ce que j'ai peut-être pas dit tantôt, c'est que si le repas est pris à l'extérieur, là, je pense qu'on parlait de centre communautaire, mais si, par exemple, on voudrait profiter du beau temps et aller à l'extérieur, si c'est possible, c'est même... ça peut même être souhaitable, là, comme on disait tantôt. Mais c'est sûr que là, dans ce contexte-là, des fois, les tables à pique-nique en bois, ça serait peut-être... Le nettoyage des tables avant le repas est très important. Moi, j'ai parlé du lavage des mains avant, après manger. Mais le nettoyage des tables avant, après est très important aussi. Fait que des fois, des tables pliantes en plastique pour l'extérieur ou tout simplement une nappe en plastique mise par-dessus une table à pique-nique. Mais toutes les mêmes choses s'appliquent là, pour ce qui est des règles. On limite au maximum le partage d'aliments, boissons, contenants, etc., les équipements. Puis s'il y a lieu d'avoir des cuillères de service, ça prend un nettoyage entre chaque usage. Puis peut-être de servir, une personne sert aussi, maintenir le 2 mètres.
Mais dans un cadre d'une activité de groupe, si on suit les consignes pour l'activité de groupe, c'est possible. Merci. Il y a une question sur le volet plus légal du déconfinement, puis la manière de se protéger lorsqu'on prend des décisions. Ça, c'est vraiment un volet relation de travail dans les décisions qu'on va prendre par rapport à nos employés notamment ou aux activités. Donc ça, on va mettre les liens vers les outils de l'IRSST et de santé au travail qui vont pouvoir vous soutenir là-dedans. Ben, ça ferait le tour, je pense, pour nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. J'ai un merci tout particulier à notre équipe, Karine, Florence, Stéphanie, Mélanie, Judith, qui assure vraiment le volet de la réponse et du suivi. Vous êtes, comme d'habitude, merveilleuses. Donc, je vous remercie à tout le monde d'avoir été là. Puis, si vous avez des questions, on va essayer de rendre l'information disponible le plus rapidement possible sur notre site Internet. Merci beaucoup. Je ferais peut-être juste une rapide conclusion aussi. Là, dans le fond, les points à retenir, vraiment, le choix de déconfiner, ça revient aux organismes communautaires selon leurs ressources et leur contexte. Là, ça, c'est à ne pas oublier. Puis, il n'y a pas un seul protocole ou une seule façon universelle de déconfiner. Donc, ça, c'est deux éléments vraiment clés. Là, je pense que l'important, c'est vraiment le respect du 2 mètres qui s'applique partout. Donc, dans les prochaines étapes, on vous a parlé de partager le PowerPoint et d'un document questions-réponses qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps à élaborer, mais le PowerPoint, on vise de partager ça d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Puis sinon, ça a été mentionné brièvement, mais dans certaines situations ou en cas d'éclosion, la direction de santé publique pourrait être amenée à collaborer avec vous là, pour la gestion de ça. Donc, on termine. Effectivement, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Vous allez peut-être recevoir via Eventbrite un petit questionnaire pour savoir un peu formellement comment vous avez apprécié l'expérience. Puis, si jamais vous avez des suggestions ou d'autres besoins, il y aura peut-être moyen de les communiquer là-dedans. Mais merci beaucoup. Puis, on est très content d'avoir eu cette opportunité-là d'échanger avec vous à plusieurs égards. Là. Donc, merci beaucoup.